Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux. Voilà, mais ça fait longtemps que je dis bonjour à toutes et à tous. On est ensemble pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Samuel Lafont, bonjour, porte-parole de Reconquête. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et Raphaël M. Salem également en plateau, chargé d'études chez Génération Libre, et avec nous Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfait. Vous êtes toujours dans votre Provence. Vous êtes avocat, vous avez un blog Vue du droit où vous donnez votre avis également sur l'actualité. Et puis vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Tout cela, vous l'avez entendu, c'est une surprise évidemment. Yaël Braun-Pivet a annoncé qu'elle allait faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. On va en reparler évidemment avec vous. On va parler du fonds Marianne avec Christian Gravel, le préfet qui démissionne. Elisabeth Borne veut faire du harcèlement scolaire sa priorité. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mais Alexis, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule Oui, un coup de gueule de circonstance. On apprend par le Figaro que Raphaël Enthoven va faire une compétition avec ChatGPT sur la copie du bac de philo. Donc intelligence contre intelligence artificielle. Alors, au-delà du coup de com assez pathétique, c'est plutôt un coup de gueule sur l'effet de mode en fait de l'intelligence artificielle. Depuis le mois de mars, on va dire, on ne parle que de ChatGPT, on ne parle que de Midjourney, que de les images par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va? On est dans les prémices de ce que ça pourrait être. Il y a quelque chose, moi, qui me bassine, c'est que l'intelligence artificielle, elle est à toutes les sauces, quoi. Vraiment. Bac de philo, ça va être les recettes de cuisine, ça va être peut-être le plan pour la guerre en Ukraine. Enfin, en gros, c'est tiens, si on essayait un truc avec l'intelligence artificielle, on pourrait faire cette émission avec l'intelligence artificielle aussi. On pourrait lui poser des questions. Et non, mais j'aimerais que ce phénomène de mode passe en fait et qu'on utilise cet outil. Vous pensez que c'est un phénomène de mode? Aujourd'hui, oui. Ça va devenir un outil. Ça va devenir. De toute façon, ça l'est déjà. Mais il faut grandir. Voilà, il faut arrêter avec ce côté d'enfant qui découvre un jouet nouveau et passer maintenant peut-être dans la réflexion philosophique, là pour le coup, sur ce qu'est cette intelligence artificielle. Est-ce que ça peut rester un outil ou pas? Les vraies questions qui vont se poser. Mais le côté, on fait joujou avec l'intelligence artificielle, arrêtons s'il vous plaît. Mais c'est normal quand on découvre un nouvel outil. C'est ce que je veux dire. Mais grandissons. Oui. Alors, Raphaël M. Salem, ça vous inspire quoi? Je suis pas sûr que ce soit tant un effet de mode, parce que, comme vous le dites, il y a des réflexions philosophiques à avoir derrière. Il me semble que la question fondamentale qu'on peut se poser sur l'intelligence artificielle, c'est au fond l'extériorisation du travail humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, que ce soit en matière de film, en matière de musique, en matière de production d'images, de photos, de production artistique, produit automatiquement des œuvres, sans qu'au fond l'homme n'ait quelconque effort créatif dans ce phénomène-là. Et il me semble que ça pose une question fondamentale, au fond, sur la place de l'homme, sur l'humanisme, sur la valeur qu'on donne à la dignité humaine dans les sociétés à venir. Donc, effectivement, il y a sans doute un effet un peu médiatique qui veut que dès que l'intelligence artificielle produit quelque chose d'un peu extraordinaire, tout de suite on s'émerveille. Mais il me semble que ça n'est pas quelque chose sans justification. Oui. Samuel. Alors, je comprends. Attendez, Samuel a commencé à parler, je vous donne la parole tout de suite après, mais c'est intéressant. Je comprends qu'on puisse questionner les effets de mode, c'est normal. Mais c'est pas je pense pas que ce soit un effet de mode, justement. Les effets de mode en général, mais je pense pas effectivement que ce soit un effet de mode. L'intelligence artificielle change déjà beaucoup de choses. Techniquement, moi je résume souvent le sujet en disant qu'il y a trois aspects. Il y a un aspect géopolitique pour la France et pour l'Europe. Est-ce qu'on va peser dans le monde avec des champions d'intelligence artificielle? Est-ce que l'Europe est construite de telle manière à ce qu'on puisse le faire? Est-ce que c'est une volonté également au niveau national français? Ça, c'est un enjeu géopolitique. Il y a un enjeu également électoral qui a été mis en avant par certains journalistes, qui montre que certains partis, notamment chez Reconquête, on a beaucoup utilisé l'intelligence artificielle. On a créé ChatZ, qui est une intelligence artificielle générative pour proposer le programme d'Éric Zemmour, pour poser les questions au programme d'Éric Zemmour. On va sortir une vidéo entièrement faite par l'intelligence artificielle qui a déjà été teasée sur France 3 et qui va sortir dans les tout prochains jours. Et donc il y a un enjeu électoral dans le sens où est-ce qu'on maîtrise sur ce sujet-là, qui est un sujet important pour les années à venir. Il y a également un enjeu pratique qui est l'enjeu majeur pour la partie des Français, c'est à quoi ça peut nous servir. Et très concrètement, déjà,
ChatGPT et Midjourney pour citer les plus connus, mais pas que, ça nous permet de gagner énormément de temps dans de nombreux métiers. D'ailleurs, souvent on pose la question, on se dit ça va transformer des métiers et supprimer des postes. La réalité, c'est plutôt que les études qui ont été faites, c'est que soit on va rester au même niveau d'emploi, avec autant d'emplois, soit on va en créer en plus. Et en fait, ceux qui crient à l'alerte en disant on va supprimer énormément de postes, mentent par rapport aux études qui ont été sorties sur le sujet. Et en plus, je pense qu'au contraire, on doit dire aux Français, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est celui de pouvoir créer des champions d'intelligence artificielle et utilisez dès maintenant les outils gratuits à votre disposition qui peuvent faire gagner beaucoup de temps, soit pour poser des questions, pour faire du développement, du codage, n'importe quoi. En fait, c'est très facile d'accès. Alors, Régis de Castelnau, votre avis? Alors, moi, j'allais poser une question, mais finalement, je ne vais pas la poser. Je vais procéder par affirmation. Vous allez répondre. Je vais procéder par affirmation. Oui, effectivement, on est quand même confronté à des enjeux tout à fait considérables. Il y a une révolution scientifique et technique vitesse exponentielle. Et ce que je crois intéressant, c'est justement cette extériorisation du travail humain. On le voit bien, hein, le Fordisme est mort, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'était un travail parcellisé, un travail de masse, etc. Donc aujourd'hui, on a les robots, on a tout un tas de fonctions qui sont exercées par les machines. Moi, ce que je dis, au-delà, Alexis a raison, de l'effet de mode, de l'excitation médiatique, de la société du spectacle autour de ça, je trouve ça effectivement un peu ridicule, mais il y a quand même un problème, c'est que tout ce que fait l'intelligence artificielle, c'est ce que l'homme lui a appris. Elle apprend toute seule maintenant, mais lui donne les informations de base. Donc, écoutez, c'est une question assez complexe. Est-ce qu'on va vers la singularité, hein, c'est-à-dire que tous les progrès dans les différents domaines biologiques, numériques, etc., vont aboutir à un monde qu'on est incapable de prévoir aujourd'hui. C'est possible. Hier, j'ai commandé sur Amazon, hein, c'est très mal, mais je suis dans ma grotte, alors j'ai commandé une histoire du travail humain depuis le néolithique. Voilà, c'est une recommandation que j'avais eue, parce que justement, je voudrais comprendre ce qui nous attend, ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a une révolution colossale. Oui, non, mais c'est sûr. Il y a une révolution colossale. Raphaël Absalem. Précisément, je pense que, comme vous l'avez signifié, ce n'est pas tellement une question d'emploi, parce que en général, les révolutions technologiques, c'est processus de destruction créatrice, et on détruit des métiers, on en crée d'autres. Mais je pense vraiment que cette question de l'extériorisation du travail humain est essentielle, et notamment dans le processus créatif, on voit bien qu'il y a ce côté où l'homme n'est plus acteur, n'est plus producteur. Et je pense que c'est cette question fondamentale là, sur la place de l'homme. Est-ce qu'il aura toujours un rôle actif dans la société, dans le travail, qui est posé par l'intelligence artificielle. Mais je n'ai pas compris vraiment votre coup de gueule. Le coup de gueule, c'était sur l'effet de mode, en fait, qui fait qu'on utilise l'intelligence artificielle comme un joujou, alors qu'en réalité, c'est une question de fond sur ce qu'on va devenir. Mais ça dit des choses. Je veux dire, ce que va faire Raphaël Enthoven va être intéressant de voir comment. Je sais pas, mais globalement, c'est de la mise en scène. C'est là où je pense que les enjeux ne sont pas encore là. Je pense qu'on ne prend pas la mesure, et notamment sur l'aspect vous en tirerez quelque chose, c'est-à-dire que c'est du spectacle. Il y a un livre qui vient juste de sortir de Stéphane Rose. Je ne sais pas si vous voyez qui est Stéphane Rose. C'est un des auteurs de Laurent Gérard. Il est également au théâtre des Deux Ânes, et il vient de publier Mes nuits avec une intelligence artificielle. Donc il a fait un dialogue avec cette intelligence artificielle qui est très très drôle et en même temps tragique, parce que lui démontre quelque chose, c'est-à-dire l'orientation idéologique. C'est-à-dire que broyer du noir, on lui répond c'est totalement inconvenant, je ne peux pas répondre. À l'inverse, je me souviens plus quelle est l'expression avec blanc, il n'y a pas de problème. Et à force de travailler l'intelligence artificielle, il montre l'absurdité du truc. Donc il y a des démonstrations à faire. Et c'est important, les biais cognitifs. Pardon, on parlait aussi de. J'ai entendu le mot excitation. Il y a une saine excitation autour de ça. Moi, je rappelle aux gens aux plus jeunes qui nous écoutent, qu'à un moment, il y a eu un monde sans Internet. Et quand on a eu le début d'Internet, ça nous a ouvert des portes incroyables sur le monde. Et aujourd'hui, on se passerait difficilement d'Internet. Là, on voit
honnêtement, on n'imaginait pas ça. La plupart des gens se disaient, bon, on a des acquis depuis les dernières années. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle révolution technologique ? Eh bien là, devant nous, il y a plein d'opportunités pour faire gagner du temps aux hommes. Il y a plein d'opportunités de business. Il y a plein d'opportunités pour gagner du temps, en fait, pour faciliter la vie des gens. Profitons-en. On se retrouve dans un petit instant. On continue notre tour de table et on va évidemment parler de la réforme des retraites qui ne passera pas à l'Assemblée. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue notre tour de table. Évidemment, on reviendra sur l'annonce faite ce matin par Yael Braun-Pivet non pas comme je l'ai dit, c'était un lapsus, d'interdire, d'abroger la loi sur la réforme des retraites, mais au contraire, elle fera barrage, elle fera barrage à la à l'abrogation. On continue notre tour de table. Raphaël Amsalem, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule sur la présentation aujourd'hui du projet de loi qui portera notamment sur la conditionnalisation du RSA. Dans les circonstances actuelles, qui sont, comme on le sait tous, celles d'une crise politique, sociale, économique, nous pondre une réforme qui s'attaque directement à la partie de la population la plus démunie, ce que sont les gens qui sont au RSA. Ça n'a aucun sens. Tous, c'est bien la question. Tous, absolument tous. Tous les gens qui sont au RSA sont les plus démunis. Seront, c'est une aide qui vise à aider les personnes qui ont le moins de subsistance en France. Vivre avec un RSA de 600 € ou moins selon les diverses modalités, n'étant visiblement pas aux yeux du gouvernement une contrainte suffisante dans la vie de tous les jours, il faudra demain devenir un stagiaire d'État pour pouvoir le percevoir. Et c'est là que réside en fait le scandale de cette réforme, c'est dans l'instauration d'un contrôle administratif à l'égard des personnes les plus exposées de notre société. On administre les plus pauvres, on les surveille, on les cadenasse avec cette idée absolument insupportable qu'au fond, l'État, avec son appareil technocratique, serait plus à même, plus intelligent que les personnes elles-mêmes pour régler leur situation, ce qui passe du coup inévitablement par du contrôle social. Et donc, miracle d'inventivité, le gouvernement a inventé le SNU du pauvre. Et au fond, c'est ça qui est le plus aberrant dans cette affaire, c'est cette absence de confiance totale envers la population la plus démunie du pays, au point d'instaurer un contrôle bureaucratique sur ces personnes-là, alors que, pardon, en France aujourd'hui, les personnes aujourd'hui qui, pour reprendre un mot d'auteur, sont les premiers de cordée à subir les retors, les pesanteurs, les tourmentes de l'administration, ce sont les personnes les plus démunies du pays, au point que, et c'est un chiffre qui est régulièrement rappelé par la Cour des comptes, un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA renoncent à leur droit à la subsistance. Je terminerai juste avec un mot d'un auteur, Paul Ricoeur. Je crois que c'est une référence intellectuelle chez le président de la République. Paul Ricoeur, il disait la chose suivante: quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. Mais RSA, revenu, il y a activité, revenu social de solidarité active. Il y a le mot actif mais ce sont dedans. les personnes qui... Il y a aussi des SDF, par exemple, qui touchent le RSA. C'est un revenu qui vise les personnes qui ont le moins de subsistance dans notre pays. Est-ce que c'est mal de vouloir, je vous pose la question, est-ce que c'est mal de vouloir inciter des gens à travailler ? En fait, le problème n'est pas dans l'incitation, le problème est dans la coercition. C'est dans l'instauration d'un contrôle administratif qui ne concerne que les personnes les plus démunies du pays. Et en plus, on nous sort très souvent l'argument financier. Nous sommes dans un contexte financier où il faut faire des économies. Je rappelle que le RSA, c'est 15 milliards d'euros sur plus de 1500 milliards de dépenses publiques. Soit, pour le dire sans les convenances lexicales, que dalle. Et surtout, je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut inciter les gens à travailler. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que près de 50% des bénéficiaires du RSA sont des femmes seules avec enfants. Est-ce qu'on pense sérieusement que quand on a 600 € par mois, qu'on a un enfant à gérer, qu'on est seul, qu'on a des difficultés à s'insérer dans le marché du travail, on a l'esprit assez libre pour pouvoir s'investir de façon convenable dans des processus de recherche de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer... Pardon, il y a des dizaines de femmes qui travaillent, qui ont des enfants... Absolument, mais des femmes seules
isolés, sans formation, qui sont pauvres, la question, c'est de dire qu'il ne faut pas a priori que ces personnes sont des fainéantes. Et c'est bien ça le problème, c'est que dans les déclarations du président de la République, non, c'est pas ce que vous dites, mais en revanche, ce qu'a dit le président de la République, vous pouvez pas dire que d'être seul avec un enfant vous rend inapte au travail. Non, je dis que les personnes qui sont, les plus démunies du pays, 2, qui sont en général sans formation et qui en plus ont un enfant dans des conditions qui sont difficiles, on n'a pas l'esprit d'abord à chercher un travail, on a l'esprit d'abord à chercher à manger. Et ce qui me semble le plus important, c'est surtout ce réflexe qui consiste à dire que parce qu'on est pauvre, on est considéré a priori comme quelqu'un à surveiller, à contrôler. Si nous souhaitions réellement aider ces personnes-là, ça ne passerait pas par de la contrainte, mais par une véritable politique publique d'investissement en matière de formation et en matière de suivi par l'administration. Un petit peu, Samuel Lafont, vous êtes d'accord avec ça ? Quant au RSA, le problème qu'on a, c'est que il y a eu des abus pendant de nombreuses années et que les Français se rendent compte aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui profitent. Malheureusement, la solution que propose le gouvernement, c'est effectivement un contrôle qui peut paraître abusif pour une partie des gens. Et le fait est qu'il y a plein de Français qui préfèrent rester avec des aides plutôt que de travailler, puisque le travail, on le sait en France, ne paye plus. Pourquoi est-ce que le travail ne paye plus ? Non seulement parce que tout coûte plus cher. Donc en fait, vous n'en avez pas pour votre argent parce qu'à la fin du mois, il vous reste plus rien, et même pour beaucoup de Français, malheureusement, bien avant la fin du mois. Mais en plus de ça, et que c'est la fiscalité qui pèse sur les entreprises et qui empêche aux Français de toucher ce qu'ils devraient toucher réellement, eh bien, ils ne sont pas poussés à aller vers le travail. La solution la plus logique, la solution de long terme, ce serait de se dire, enfin les choses en face. L'État bureaucratique gaspille largement les impôts des Français. L'État bureaucratique aujourd'hui doit être réformé rapidement sur des grandes masses monétaires. Il doit faire en sorte que les entreprises puissent payer convenablement les Français. Évidemment, les entrepreneurs gagneront mieux. Évidemment, les personnes qui sont dirigeants de sociétés gagneront mieux. Tant mieux. Mais aussi, tous les salariés français pourront gagner davantage. Et c'est ce que proposait d'ailleurs Éric Zemmour durant la campagne présidentielle. Il faut absolument qu'on baisse les impôts et les charges sur les entreprises, puisque c'est à cause de ça que les Français ne gagnent pas assez, et que là on voit ce qui se passe avec l'inflation, avec le contre-coup de l'inflation, eh bien il ne reste plus assez pour vivre convenablement. Un mot ? Mais tout le problème est là, c'est-à-dire c'est la technostructure. Quand on arrive à finalement se demander où part l'argent, parce que c'est ça le problème. La France est un pays champion de la taxe, mais les services publics, on se pose la question. L'hôpital s'effondre, l'école s'effondre, la Sécu, on va nous dire que ça va être un problème, on va travailler 2 ans de plus pour sauver le système par répartition. Donc où va la thune, pour parler copieusement, comme il faut le dire. Mais où est passé le pognon, et ce pognon, il passe dans l'administration du pognon, d'une certaine façon. Et à se dire, avec l'idée en plus de tous ces emplois aidés qui coûtent une fortune, pour faire croire que le chômage va mieux. Mais finalement, c'est pas ça. Ce qui fait que le chômage va mieux, c'est l'activité économique, c'est le fait qu'il y a de l'offre et de la demande, il y a un marché, et donc des entreprises qui peuvent employer sans se dire que la moitié du salaire va partir en taxes. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. C'est que quand vous employez une personne, ça coûte extrêmement cher, d'où l'État qui fait des aides pour qu'on emploie. Plus les normes qui font que... Bon, bref. Donc on arrive vraiment dans un système qui a atteint sa limite, je pense. Et le problème, c'est qu'on a affaire à des énarques qui sont encore là et qui pensent que l'État a la réponse à tout. Donc on est en train de recréer une sorte de néocommunisme. C'est le principe européen, c'est le principe aussi ici, avec la société du technocontrôle. On parlait d'algorithmes, de data. Donc c'est l'État va vous, du berceau à la mort, gérer votre vie. Soit vous serez fonctionnaire, puisque c'est un peu comme ça, les emplois aidés, c'est quasiment de la fonction publique dissimulée. Soit vous serez aidé par l'État, mais en contrepartie, vous devrez être, encore une fois, un fonctionnaire déguisé. C'est pas tenable en réalité. C'est pas tenable. Et puis, il faut voir le parti aussi de marché noir, d'économie parallèle, qui fait qu'il y a une économie de la subsistance qui se met en place, qui va être de plus en plus grosse, parce que quand vous... Prenons le cas des indépendants, des travailleurs indépendants qui vont travailler dans le BTP, etc. Entre les non déclarés, entre le travail au black, parce que finalement, entre prendre des billets et puis déclarer et puis gagner que la moitié, c'est encore du manque à gagner. Donc il y a une vraie réforme, le vrai chantier de fond, oui, c'est sûr. Le poids de l'État en réalité. Et quand on voit le coût du gouvernement Borne, qui est un des plus chers de la Ve République, à un moment on se demande pourquoi ça coûte si cher. Le nombre d'États, d'organismes d'État qui sont là pour regarder comment construire une route, comment faire un machin. Enfin, vous savez, en France, on a un Conseil national du bruit, par exemple. Formidable. Donc on a tout. Et ça,
Il n'y a jamais eu d'audit de la Cour des comptes pour dire mais merde, en fait, qu'est-ce que c'est que ça La Cour des comptes dit un certain nombre de choses. Oui, c'est jamais suivi des faits. C'est jamais suivi des faits. On va avancer parce qu'on ne va pas avoir le temps de traiter tous les sujets. Samuel, oui, c'était un coup de gueule sur l'aide médicale d'État. Oui, un coup de gueule contre l'aide médicale d'État. Pourquoi ? La version officielle de l'aide médicale d'État consiste à dire que c'est une aide, des soins gratuits pour les clandestins qui coûtent plus d'1 milliard aux Français par an. La version officielle est la suivante. Ça empêcherait d'avoir des épidémies de tuberculose en France. Bon, la réalité entre nous, c'est que si des immigrés clandestins ne venaient pas sur notre sol, enfin, les questions ne se poseraient pas. Ouais, mais ça, mais surtout la réalité. La réalité, c'est que on a des cas qui ont été signalés par des personnes qui ont fait des recherches sur ce sujet. On a des cas scandaleux de dépenses publiques avec, je vous cite par exemple, des cures pour plus de 400 000 euros. On a également des dialyses à 80 000 euros par an. On a également des postes d'anneaux gastriques pour obésité. On a des nez qui ont été refaits, des oreilles qui ont été recollées. À la base, l'idée, c'était de soigner en urgence des personnes. La réalité, maintenant, c'est qu'elle est totalement dévoyée. On a des clandestins, des immigrés clandestins qui squattent des places d'hôpital pendant des mois, voire plus d'1 an. C'est déjà arrivé. On a également mais est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est un phénomène? Alors en fait, le problème c'est qu'au début c'est un vrai phénomène, c'est un appel d'air. La réalité c'est que c'est un appel d'air. Au début ça pouvait être marginal, maintenant on constate qu'il y a énormément de gens. On parle d'immigrés qui viennent d'Afrique, on parle d'Afghans, il y a aussi des Georgiens maintenant qui viennent se soigner gratuitement en France. En plus, l'argument qui consiste à dire que s'il n'y avait pas d'aide médicale de l'État, les médecins français laisseraient des gens crever dans la rue est totalement faux. C'est faux et c'est insulter nos médecins français. La vérité, c'est qu'en fait, on est le seul pays à proposer ce délire, que c'est une pompe aspirante pour l'immigration massive, alors que dans le même temps, 74% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Je rappelle que dans le même temps, on ne trouve pas d'argent pour augmenter les infirmiers. Je rappelle que dans le même temps, il y a une multiplication des déserts médicaux en France où les Français n'arrivent plus à se soigner. Je rappelle également que 40% des Français refusent des soins en raison de leur coût. Alors, il y a de l'argent pour les soins pour ces immigrés clandestins. En revanche, pour le système de santé, il n'y en a pas. Moi, ce que j'appelle les Français à se mobiliser. Il y a plusieurs pétitions sur le sujet. Ils peuvent interpeller leur maire, ils peuvent interpeller leurs députés pour s'opposer maintenant à l'aide médicale d'État qui est complètement dévoyée. Alors vous pourrez répondre tout de suite après la pub et puis on va évidemment revenir sur la déclaration d'Yaël Braun-Pivet ce matin qui va prononcer l'irrecevabilité des amendements d'abrogation de la retraite à 64 ans. Je vais y arriver. À tout de suite. Vive la démocratie. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On va avancer peut-être juste un mot sur l'aide médicale d'État. Raphaël Amsalem, très court. En très court, je pense qu'il y a 3 points. D'abord, je suis très gêné par ce procédé qui veut faire des cas d'espèce une théorie et des faits généraux. Deuxième point, vous dites on supprime l'AME, mais on continuera d'aider les clandestins ou les personnes sans papier qui mourront dans la rue, qui sont potentiellement des dangers pour l'ordre sanitaire. Ça pose une question, c'est qui paye ? Parce qu'il faudra bien que quelqu'un continue à payer. Donc il faut bien provisionner dans la loi, dans le budget de l'État, un budget spécifique pour aider ces personnes-là. Mais pas en faire une chose systématique pour toute personne arrivant de l'étranger. Non mais peut-être. Mais de ce que je veux signifier par là, c'est qu'on continuera à avoir un système budgété. Troisième point, quand vous dites on n'a pas d'argent pour le reste, on vient de dépenser, je crois, 20 milliards dans l'augmentation des salaires pour les gens à l'hôpital. On a fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire. Vous comparez des sommes qui sont de plusieurs dizaines de milliards d'euros à 1 milliard sur, encore une fois, plus de 1500. 1 milliard de trop. 1 milliard sur plus de 1500, vous pensez que c'est la priorité ? Je pense que c'est un gaspillage. C'est un gaspillage qui va permettre la baisse des impôts, des cotisations que vous appelez de vos voeux. C'est un appel d'air pour l'immigration massive, alors que les Français sont opposés à l'immigration massive. Allez, on va passer à un autre sujet. Régis, on va faire votre coup de gueule tout à l'heure. Je voudrais qu'on puisse parler de Yaël Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, qui a annoncé ce matin, sans grande surprise, qu'elle allait prononcer l'irrecevabilité des amendements d'abrogation de la retraite à 64 ans. Régis, je vous donne la parole. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Et on vous donne une punition. Voilà. Vous voulez pas en parler ? Qui consiste à commenter le comportement de Madame Yaël Braun-Pivet, qui est une consoeur, qui avait fait une carrière précédente
son élection comme parlementaire, une carrière pas bien extraordinaire, mais enfin peu importe, hein, et donc il s'est retrouvé au perchoir, ce qui en dit long sur le niveau général. Écoutez, elle fait ce qu'on lui demande. C'est de la discrimination, c'est parce que c'est une femme. Non, je plaisante. Oui, voilà, non, c'est parce que c'est une femme. Il y a Braun-Pivet. Et donc, c'est quoi l'histoire? C'est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on lui dit, on ne veut pas de ce débat, donc on va violer le pouvoir d'initiative du Parlement de faire voter des lois, parce que il y a les projets gouvernementaux qui sont présentés par le gouvernement, qui a une maîtrise de l'ordre du jour, et puis il y a les propositions de loi déposées par les parlementaires. Et là, on va leur interdire, on va les priver de ce pouvoir d'initiative, hein, en utilisant le règlement de l'Assemblée nationale pour violer la Constitution. C'est ce qui s'est passé depuis quelque temps. C'est extraordinaire. C'est quand même, on arrive, si vous voulez, à un piétinement des principes, des textes fondamentaux, du simple fonctionnement d'une démocratie représentative, hein, avec la séparation des pouvoirs, avec le parlementarisme. Donc voilà, je dis, je vais utiliser un mot qui n'est plus dans le code pénal, donc je peux. Hein, c'est une forfaiture, tout simplement. Oui. Alors peut-être Alexis. Yaël Braun-Pivet, elle s'était déjà illustrée pour enterrer l'affaire Benalla sur la commission d'enquête parlementaire. Là, elle fait la même chose avec cette réforme des retraites en empêchant le débat parlementaire. Le vrai sujet fondamental, c'est celui des institutions. La Ve République, on arrive à la limite, c'est-à-dire ce régime hyper présidentiel fait que le Parlement devient une sorte de décoration, un vestige du passé, mais certainement pas un cœur battant de la fabrique des lois et de la démocratie représentative. Donc on est là face à un vrai problème de fond, de société. Est-ce qu'on veut continuer et pousser encore davantage le curseur de ce régime hyper présidentiel, ou est-ce qu'on parle de 6e République et on revoit les règles du jeu pour que, enfin, on ait un Parlement, enfin on ait de la proportionnelle, enfin on ait une représentation nationale qui représente la nation. Oui, Raphaël Absalem. De bout en bout, excusez-moi, Alexis, qu'est-ce qui les empêchera de violer la loi et la Constitution? C'est ça le problème. Une constitution, justement, il faut des pouvoirs, il faut réécrire une constitution qui évite ce genre de choses. Inégalité à tous les étages. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut revoir ça et revoir aussi le statut des élus, revoir le principe de responsabilité, le mandat révocatoire. Enfin, tous ces sujets-là doivent être posés sur la table. Avec la Macronie, quand même, on a un cas d'école incroyable. Enfin, c'est affaire sur affaire tous les jours. Là, ce sont des outils démocratiques. Enterrer la démocratie. Oui. Non, c'est pas des outils démocratiques. C'est du dévoiement de la démocratie. C'est pas autre chose. Ce sont des outils démocratiques. Non. Ça existe dans la Constitution. Ça existe dans la Constitution, mais c'est des outils constitutionnels, pas démocratiques. Alors, de bout en bout, cette réforme des retraites aura effectivement été la brutalisation la plus totale du Parlement. Oui, ce sont des outils démocratiques. Tout comme le 49.3 est un outil démocratique, le 47.1, le 44.3, etc., etc. La question, c'est l'accumulation des procédés qui visent à faire du Parlement une chambre d'enregistrement. Le plus embêtant dans cette affaire, c'est quand même qu'on voit que cette minorité présidentielle, qui n'a donc pas de majorité pour gouverner, arrive malgré tout, grâce à cette constitution hyper verticale, hyper présidentielle, à pouvoir imposer ses vues et à faire passer ses lois. L'article 40, effectivement... Oui, c'est cet article qu'elle va invoquer. C'est l'article 40 qui veut que les parlementaires ne peuvent pas imposer des charges supplémentaires au compte public sans les compenser en parallèle. Effectivement, cette proposition de loi ne répond pas aux critères de l'article 40. Non. Le problème, c'est que partant de là, il faut supprimer toute initiative parlementaire. Oui. Puisque par définition, tout projet de loi est un coût pour les finances publiques. Donc en faisant ce procédé-là, on empêche ce que Charles de Courson veut faire maintenant depuis plusieurs semaines, il affirme, il a beaucoup de courage de le faire, c'est de vouloir faire en sorte que le Parlement retrouve ses fonctions. Il faut réaliser que sur cette réforme des retraites, le Parlement n'aura pas statué, n'aura pas voté ce projet de loi, et c'est une dérive assez inquiétante de nos institutions. Samuel Lafont. Je pense que c'est l'opportunité de prendre du recul sur ce que ça va dire dans les années à venir, puisque effectivement, si le Parlement passe pour inutile, ou qu'en tout cas on ne peut y discuter de rien,
Vous savez, on a eu cette période où finalement tous les débats politiques sérieux se faisaient sur les plateaux télé ou les plateaux à la radio, comme sur Sud Radio, et plus dans l'hémicycle, parce qu'en fait on pouvait débattre de rien. C'était le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Si les Français voient qu'au Parlement on ne peut rien faire, ils vont se dire à quoi ça sert d'aller voter ? À quoi ça sert d'aller voter ? Et si vous arrêtez d'aller voter, qu'est-ce que ça fait ? Vous ne sentez plus concerné par la chose commune. Et c'est logique, c'est normal, ça peut concerner n'importe quel Français. Donc il faut vraiment... comprend qu'ils se disent à quoi bon. Mais absolument, à quoi bon. Et donc il faut avoir une vision de long terme là-dessus, pour quelle que soit notre notion, notre volonté sur la place du Parlement. Il faut toujours avoir à l'esprit que si les Français ont l'impression de voter pour rien, ils arrêteront de voter et qu'ils se désengageront de notre société. Malgré eux. Donc, c'est très important de rappeler que le pouvoir, notamment le gouvernement, est responsable de faire en sorte que les Français se sentent concernés et donc de ne pas bafouer leur voix et en empêchant les parlementaires de discuter d'un texte, quel qu'il soit, eh bien, ils bafouent la liberté des Français et disent aux Français, on n'en a rien à faire de ce que vous pensez. Et c'est très grave. Juste la phrase de Yael Braun-Pivet, elle annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation. Oui, le mot de barrage est quand même elle incroyable. outrepasse ses droits. Enfin, là, on est vraiment dans le pire moment. Et la question qui se pose maintenant à la représentation nationale, c'est motion de censure, oui, mais aussi article 68, destitution. Enfin, à un moment, c'est un danger pour la République, c'est un danger pour la démocratie, ce qui se passe actuellement. Donc il faut en prendre la mesure, être à la hauteur du moment et se dire, on peut pas continuer 4 ans comme ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? On a vu qu'hier, la mobilisation a affaibli hier. Raphaël M. Salem, je vois le tweet de Clémentine Autain face au mur. Yael Braun-Pivet utilise le pire de la 5e République pour éviter de perdre le vote sur l'abrogation de la réforme des retraites. Macron est prêt à tout détruire. Ils sont un poison pour nous, article 68, pour nos les gars, vies. Ne les laissons pas faire. C'est pour cela qu'il faut une réforme des institutions. Le problème, c'est que quand vous avez cette verticalité, où le Parlement ne peut pas être le porte-parole de l'opinion publique, où les contre-pouvoirs ne sont pas écoutés, où les corps intermédiaires ne peuvent pas avoir d'écho dans les institutions, vous avez une frustration démocratique qui se construit petit à petit. Vous avez une démocratie par intermittence, où vous avez tous les 5 ans une élection présidentielle où les gens votent, et puis après 5 ans de passivité, où les gens doivent subir et où ils n'ont pas de possibilité de remettre en cause les politiques publiques qui sont adoptées par le pouvoir. Et c'est pour ça, je terminerai juste sur ça, que chez Génération Libre, nous avions publié avec plusieurs experts, Jean-Jacques Urvoas, Frédéric Laquiez, un recueil pour déprésidentialiser la 5e République. Il faut en terminer avec cette verticalité qui finira par asphyxier l'ensemble de la démocratie. Régis, je voudrais ajouter une chose, Valérie. Je voudrais ajouter une chose. Cette situation, elle est aussi due, enfin je veux dire dans ses péripéties aujourd'hui, elle est due à la lâcheté de tous ces parlementaires LR qui ont refusé de voter la censure à 9 voix près. C'était pas tellement, l'enjeu n'était pas tellement le fond de la loi que la méthode qui avait été utilisée et les risques qu'on faisait prendre à la République. Monsieur Ciotti, il devra en répondre, politiquement bien sûr, il devra en répondre de ça. Faire attention. Vous avez bien fait dire politiquement. J'ai ajouté, donc j'ai immédiatement ajouté. Petite pause, 9h42 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant et on va parler du fonds Marianne avec vous, cher Régis, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on revient avec vous et avec votre coup de gueule. Vous n'avez pas été censuré, Régis de Castelnau, n'ayez crainte. Mais c'est vrai qu'il y avait urgence à traiter le sujet de l'Assemblée nationale. Et autre sujet important dont vous vouliez parler, c'est la démission du préfet Christian Gravel qui était délégué interministériel. Enfin, il était responsable du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation et en charge de la gestion du fonds Marianne. Donc le fusible a sauté, si on résume. Mais je vous laisse la parole. Le fusible a sauté à la suite d'un rapport de l'inspection générale. Alors on va faire un peu d'auto-congratulation, Valérie. Les journalistes. Alors d'abord, il y avait eu Marianne, le journal, France TV Info, qui avait fait une enquête très bien et qui avait
révélé le scandale. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à ce moment-là? Marlène Schiappa, je poursuis en diffamation, mais pas du tout. Madame Borne a fait un communiqué pour dire comment qu'elle n'est pas trop merveilleuse, cette Schiappa. Le président de la République a fait savoir qu'il la soutenait. Et puis, hop, le rapport de l'inspection dit exactement ce qu'on avait dit. Ah ben ça, c'est quand même étrange. Ouais. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit, que cette procédure n'a pas été transparente. Moi, je dis qu'elle a été illégale parce que ça aurait dû être un marché, mais c'est une procédure de subvention, a été transparente, elle n'a pas été transparente pour pouvoir choisir les amis. Ils le disent quasiment comme ça, premièrement. Deuxièmement, ce dont s'est défendu Marlène Schiappa. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pas ses amis à elle. Oui. Là, je vais prendre sa défense. Oui. Non, je pense qu'elle y est pour pas grand-chose. Ce que révèle le rapport est proprement ahurissant sur la façon dont les fonds ont été distribués et utilisés. Avec il y a de l'abus de faiblesse. C'est le deuxième aspect, Valérie. C'est le deuxième aspect. Donc, le choix est un choix illégal, on a choisi les amis pour remplir des missions particulières, et deuxièmement, on n'a jamais contrôlé les missions qu'on leur avait confiées. Donc, nouvelle infraction, nouvelle illégalité, et aujourd'hui, on nous dit, bah oui, la presse avait raison, Madame Borne a dit n'importe quoi, le président de la République également, et Madame Schiappa, il y a longtemps qu'elle aurait dû démissionner. Je ne suis pas en train de l'accuser, elle. Je pense que ça s'est fait probablement dans son dos. Mais je peux me tromper, Mais en tout cas, quand on voit la fine équipe qui avait été choisie, quand on voit ce qu'ils ont osé présenter comme un travail effectif et les sommes qu'ils ont reçues, c'est assez croquignolé. Et la réponse à l'appel d'offres, je mets un guillemets, qui tenait sur une page et en 10 lignes. C'est-à-dire qu'on se demande comment ça a pu... de quoi parlons-nous concrètement? Cette affaire, ce scandale du fonds Marianne lié à Marlène Schiappa, c'est qu'au sommet de l'État, on a des gens qui considèrent que l'argent des Français, parce que les subventions, c'est l'argent des impôts des Français, peuvent être distribués à des copains, sans contrôle. On parle de centaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour ce cas précis, mais effectivement, je disais millions, c'est l'arbre qui cache la forêt. Via ce système de subvention, on sort complètement du mode commercial, en fait. On a des structures qui disent, je souhaiterais avoir des subventions de centaines de milliers d'euros, dont le travail est tout sauf effectif, visiblement, on n'a pas de résultat. Et ça se passe comme ça. Et combien de cas on a comme ça en France, avec ces multiplications de subventions, où l'État aide, l'État ou des collectivités aide des amis ou à des structures qui se lancent, alors que celles-ci ne pourraient certainement pas subsister, surtout quand elles sont dans un domaine gris, elles sont entre l'associatif et le marchand, et finalement, elles ne pourraient certainement pas fonctionner dans le système marchand, et elles ne vivent que de l'argent des Français. Quand on dit qu'il faut faire des réformes, on en parlait tout à l'heure, et qu'en plus, on a beaucoup de gaspillage d'argent public, eh bien, je pense que ces subventions incontrôlées font partie de ces gaspillages d'argent public. Mais quelles conséquences? En ajoutant que le prétexte, c'était la décapitation de Samuel Paty. Encore bravo. Ils se servent de ça, pour distribuer de l'argent. C'est scandale moral, scandale politique, scandale financier, parce que ça part quand même de l'idée de se payer sur la décapitation d'un professeur, puisque l'argent a servi à payer des salaires. C'est monstrueux. Et puis le travail n'a pas été fait. Non, mais c'était des salaires. C'est-à-dire que l'idée, c'était juste de payer des gens pour dire qu'ils faisaient quelque chose alors qu'ils ne faisaient rien. Et ils s'en défendent. On se demande comment, effectivement, il n'y a pas eu un contrôle. Non, mais il n'y a pas eu de contrôle parce que justement, cette procédure, comme le dit Régis, a été faite pour éviter tous les contrôles en dehors du cadre du principe du protocole d'appel d'offres. Et c'est bien là tout le problème. Et combien de ce genre d'affaires, en réalité, qu'on va découvrir. Enfin, il y a un vrai problème. Et Marlène Schiappa, qui continue d'être invitée dans les médias, qui fait la belle, qui a un portrait dans l'IB pour expliquer qu'elle est formidable, qu'elle se voit bien à New York maintenant. Enfin, mais c'est dingue. Et le préfet Gravel a démissionné. Très bien. Maintenant, on va voir où il va être casé. Il va sans doute être promu, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça en disant, mais quand est-ce qu'on les arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que cette gabegie, quand est-ce que ce foutage de gueule s'arrête? Parce que là, c'est proprement
insupportable. La totalité des recommandations donc de ce rapport seront mises en œuvre, promet Beauvau, et puis le ministre dit qu'il y aura un autre rapport sur l'ensemble de ces associations qui sera remis fin juin. Raphaël Amsalem. Alors, tout en étant plutôt d'accord avec la teneur générale de la discussion, je nuancerai juste sur 2 points. Le premier point, c'est qu'une fois le scandale révélé, hormis quelques déclarations de Mme Schiappa et de Mme la Première ministre, effectivement, il faut reconnaître malgré tout que l'administration est en train d'enquêter, qu'il y a des éléments qui sont en train d'être découverts et que donc il y a une procédure qui est mise en place pour faire la lumière sur cette affaire. Le deuxième point, c'est que il y a un petit peu cet aspect de fusible qui ressort. Néanmoins, il faut quand même souligner que, en l'état actuel des connaissances en tout cas, Mme Schiappa n'est pas personnellement mise en cause. Ça n'enlève pas que si en tant que ministre, elle n'a peut-être pas à avoir la gestion quotidienne de ce fonds parce qu'il y a plusieurs dossiers à gérer, il ne reste pas moins qu'il y a une responsabilité de suivre les affaires. Donc ça n'est pas parce que sur un dossier aussi important. Bien sûr. Donc ça n'est pas parce que elle n'a pas personnellement une implication sur le fait qu'il n'y ait pas eu une bonne appel d'offres, les bonnes conditions, etc. Ça n'enlève pas qu'elle est censée superviser le dossier, qu'en ce sens-là, nous sommes en droit de demander des comptes. Oui, mais c'est vrai que quand un patron, quand il y a un dysfonctionnement, ou quand on prend un maire et qui est responsable de ce qui se passe dans sa commune, là aussi on pourrait imaginer que le ministre soit responsable des dysfonctionnements de son cabinet, puisqu'il y a 3 membres de son cabinet qui ont attribué ces... Les gens oublient ce que c'est que les responsabilités. Ils oublient vraiment, ils veulent avoir tous les avantages, mais sans les responsabilités. Non, ce qu'il ne faudrait pas enlever, c'est juste que le rapport de l'inspection montre bien, en l'état actuel des connaissances, que elle n'aurait pas d'implication personnelle dans les défaillances. Ça n'enlève pas, et je suis tout à fait d'accord qu'en tant que ministre, responsable de son administration... Mais on peut dire, ça en est où là? Il se passe quoi? Il se passe quoi? On peut voir... Elle va être auditionnée par le Sénat le 13 juin. Oui, mais attends. Ce sera une bonne chose. Régis. Alexis, oui, je rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs signalements au parquet, dont un par Anne Hidalgo, etc. Que lorsque le parquet a appris qu'il y allait avoir une commission d'enquête parlementaire, il a immédiatement ouvert une information judiciaire, fait nommer un juge d'instruction, ce qui empêche la commission parlementaire de faire son boulot parce qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Moi, je vous dis, on en reparle dans 5 ou 6 ans. C'est ça. Tu le sais, Alexis. On en a parlé chez toi. Donc, voilà, je veux dire, c'est pénal. Il y a du pénal à tous les étages. C'est un délit de favoritisme, détournement de fonds publics, escroquerie, abus de confiance. Et j'aimerais bien qu'on parle des bénéficiaires aussi, qui ont reçu cet argent pour les activités qui sont exclusivement au service du pouvoir macronien. Ça, c'est clair. Eh bien, ce serait intéressant. Et naturellement, vous avez raison, Raphaël. C'est clair que l'administration là, a fait son boulot. Mais Valérie pose une question. Et maintenant, quelques petites gardes à vue s'imposent, me semble-t-il. Je ne demande pas qu'on aille aussi vite que pour François Fillon, mais ce serait peut-être une bonne idée. Quelle suite judiciaire, justement, là-dessus? C'est quoi? Enfin, là, il y a des termes assez forts. Abus de faiblesse, il y a à l'intérieur du dossier des dysfonctionnements. En plus, donc, des fonds qui ont été alloués pour un travail qui n'a visiblement pas été fait. À l'intérieur de ces associations, il y a eu des choses assez graves. Donc, il doit y avoir des suites politiques, surtout. Il doit y avoir des suites politiques, puisque comment voulez-vous que les Français fassent confiance à l'État quand ils voient ce genre de scandale se multiplier et que, en plus, ils peuvent bien se poser la question suivante: est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je parlais tout à l'heure de l'ensemble des subventions qui sont déversées partout sur le pays. À un moment, il faut qu'on se pose la question. On parlait également de réforme des institutions. On a des collectivités et un État qui se mêlent de tout avec l'argent public et qui gaspillent l'argent des Français. Si vous voulez être dans le secteur marchand, monter des entreprises, d'accord, créer des entreprises, et vous utilisez l'argent des bénéfices de l'entreprise. Mais l'argent des Français doit servir pour les services publics. On peut décider de la largeur du spectre des services publics, c'est un questionnement philosophique, mais il doit arrêter d'être gaspillé systématiquement par des gens qui sont en position dite de responsabilité, mais qui ne prennent jamais leurs responsabilités, et qui considèrent que cet argent est le leur. On doit mettre fin à ça
très rapidement. Bon, on va attendre l'autre rapport fin juin, Régis, et puis vous nous le commenterez, voilà, absolument. Oui, avec plaisir. Merci à tous les. Un petit mot, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est vrai que le club d'Ajaccio, pour s'excuser auprès du jeune Kenzo, vous savez, qui avait été agressé et violemment son maillot brûlé, avait offert un maillot du club d'Ajaccio. J'arrive pas à retrouver l'information, je l'ai entendu ce matin, je dis c'est vrai, c'est quand même d'une perversité. Ça part d'une bonne intention, mais c'est un peu maladroit. Voilà, ce sera mon. Après, il faut peut-être remettre le petit Kenzo dans le droit chemin, effectivement. Oui, voilà. Mais le gamin, il est fan de l'OM, on lui offre il vient de s'est fait tabasser. C'est affreux quand même cette histoire. Cette histoire est absolument atroce. Et on n'a pas eu le temps de parler du harcèlement scolaire. Elisabeth Borne veut en faire sa priorité. Il y a encore un petit garçon qui s'est suicidé hier. Oui, la responsabilité. C'est la priorité. On en est qu'au début. Brigitte Macron depuis 2018, que tous les ans on nous ressort cette priorité et on en est là à ressortir encore le fait que ce sera la priorité à la rentrée. Attention, c'est pas maintenant, c'est quand même à la rentrée. Je dis aux parents, mobilisez-vous et parlez avec vos enfants. Et on voit que même dans le cas de l'INSEE où elle avait alerté ses parents, où les parents ont tout fait, ça n'a pas empêché Combien de victimes ce drame. Combien de victimes encore avant qu'on agisse? Et que les parents et professeurs soient responsables aussi. Oui, les parents et professeurs. Alors Papendiaï, l'excellent Papendiaï a annoncé hier qu'il y aurait un référent dans chaque école. Encore un Mais avec un numéro vert. Cité, d'ailleurs. Encore un numéro vert. Et un numéro vert. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, allez, on va se détendre avec Philippe Laville. À tout de suite.